Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission à racaille qui va commencer à vous causer de Constant Pape, dont nous avons vu une exposition dans une petite ville de banlieue. Ouais, au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, un musée qui est assez récent, une architecture moderne, deux belles salles d'exposition à l'étage, les collections permanentes sur la carte à jouer au sous-sol qu'on n'a pas pris le temps de regarder. C'est vrai que c'est toujours difficile de faire plusieurs choses en même temps, mais vraiment un très très chouette musée, accessible facilement depuis le métro Méridici, c'est à 3 minutes à pied de la sortie du métro, donc vraiment un lieu à découvrir. Pour découvrir Constant Pape. En fait, Constant Pape qu'on ne connaissait absolument pas. Alors, qui est ce Constant Pape ? Il est né à Meudon. Il est né à Meudon en 1865. Son père a un parcours intéressant. Il était d'abord serrurier, puis il a travaillé comme mécanicien à la Société des chemins de fer. Alors son grand-père s'était déjà installé à Meudon, il était, un métier qui m'a fait sourire, il était garde-portier à la porte de Fleury, et la porte de Fleury était la porte qui ouvrait sur la forêt de Meudon. Et donc vers 1850, ce grand-père avait ouvert une auberge, et il y avait loué des chambres. Donc les parents de Constant Pape s'y étaient installés un moment, puis ils ont fait construire une maison, eux, pas très loin, à Clamart, une grande maison. Et ils vont aussi ouvrir une guinguette. Le grand-père va ouvrir une guinguette. En fait, non, les parents de Constant Pape vont ouvrir une guinguette. Ils vont devenir marchands de vin. Et ils vont louer des chambres et ils vont recevoir des artistes. Et à l'époque, les artistes, ils avaient peur de rien. Ils marchaient, ils partaient avec leurs chevalets sur leur dos, leur boîte de peinture. Et c'est des banlieues, ces banlieues ouest étaient très proches. Elles sont à 6 km à pied de Paris. Donc pour eux, c'était pas un problème. Parce qu'on voyait bien que sur la forêt de Barbizon, c'est pareil. Il y avait le chemin de fer, mais qui les amenait pas directement en forêt. Et ils n'hésitaient pas à parcourir tous les sentiers forestiers. Et donc, parmi ces visiteurs de l'auberge, on va retrouver Louis Français, qui est un élève de Corot. Il y aura Guillemet, Gaston Pelouse. Gaston Pelouse, c'est un nom qu'on avait déjà croisé. Et Corot serait même passé aussi par la maison des papes. Corot, lui, 1850, il a 74 ans, donc il est déjà, c'est quelqu'un quand même de plutôt vieux, mais apparemment, Pape l'aurait croisé. Alors Constant, lui, est encore très jeune, il a que 9-10 ans, il commence à dessiner et il est remarqué par des peintres de passage, justement, comme Louis Français, qui vont lui donner quelques leçons au passage. Et Pape était déjà un admirateur des œuvres de Corot. Et donc il va faire son petit bonhomme de chemin et rapidement, sans passer par de grandes écoles de peinture, il va voler de ses propres ailes, il va devenir élève de Guillemet, il va fréquenter Jean-Paul Laurens et Bonnat, et il se sent profondément paysagiste. Et en fait, il va annoncer à ses parents qu'il n'a pas envie de devenir restaurateur comme son père et son grand-père, mais qu'il veut devenir peintre. Et donc il a 21 ans et il est reçu au Salon des artistes français, et c'est un salon auquel il va participer jusqu'à sa mort, et il sera même souvent médaillé. Donc c'est voilà. Et même s'il peint principalement les environs de Meudon, la forêt, il va aussi faire quelques voyages comme la côte normande, la Vendée, le Pas-de-Calais, le Lot, le Luxembourg, le Gâtinais. Il a 23 ans, il se marie. Et il va aller passer un mois à Auvers-sur-Oise. Là, il va rencontrer des impressionnistes comme Pissarro, Monet, Cézanne, Berthe Morisot, et ce qui va lui permettre de continuer à travailler dans ce qui l'intéresse. Et il a eu plusieurs ateliers. Il va quitter un petit peu cet ouest parisien quelques années. Il aura quelques ateliers parisiens, mais finalement, il va retourner vivre à Clamart dans les années 1900. Là, il a 2 filles qui auront 10 ans d'écart, dont la fille aînée sera chanteuse lyrique. Et lui aussi, donc, vit dans cette grande maison, et pour arrondir un peu ses fins de mois, il va louer des chambres. Et il va aussi être restaurateur de tableaux. Au départ, il va travailler dans une grande maison de restauration qui s'appelle, je crois, Haro. Et cette maison va réduire son personnel, donc Constant Pape va démissionner ou va être licencié, je ne sais plus, et il va ouvrir sa propre entreprise. Il va travailler d'ailleurs avec sa femme comme restaurateur de tableaux.
Alors on le dit, très soucieux de la qualité de son matériel. Il choisit des bons fournisseurs comme Blanchet. On verra que Sauce Étoile, on va retrouver justement la marque Blanchet, qui va permettre d'authentifier certaines de ses peintures. Et il attache aussi beaucoup d'importance à ses cadres, qui fait faire par des bons artisans. Il participe à des concours pour des grands décors peints dans les salles des fêtes et les mairies. Et pour travailler des grands formats, il va donc faire ajouter un atelier à l'arrière de sa maison, parce qu'effectivement, les formats, ça me fait penser à ce qu'avait fait Maurice Denis quand on a vu au musée Maurice Denis, quand Absolument. Il a eu cette grande commande pour le théâtre des Champs-Élysées, où il avait besoin d'un atelier avec... Il a fait construire... et qui aurait besoin d'une bonne restauration. Voilà, mais avec une grande hauteur de plafond. Et donc, en fait, il y aura des œuvres qui vont être exposées. Il y a la galerie Georges Petit qui va lui exposer 145 œuvres en 1919. Et lui meurt en 1920 à son domicile. Il est jeune, il a 55 ans. Alors, je n'ai pas trouvé de quoi il était mort. Et sa veuve, en fait, se qualifie aussi d'artiste peintre et elle va continuer à travailler dans la restauration. Et consacrer donc beaucoup de temps aussi à la promotion de son œuvre. Elle organisera aussi plus tard une rétrospective à Issy-les-Moulineaux et aussi à la galerie Georges Petit. Donc voilà, c'est une vie assez ordinaire, assez simple, de quelqu'un qui était passionné de peinture et qui a travaillé, donc qui a fait des paysages. Voilà, c'est pas une peinture sociale, c'est pas une peinture engagée. On va en parler un peu dans la deuxième partie, mais voilà, c'est un travail qui nous a vraiment beaucoup plu, quoi. Oui, tout à fait. Et puis le lieu aussi est vraiment aménagé pour voilà, c'est comme une boîte à bijoux, voilà. Et c'est non, c'est on constate toujours, on a toujours la même impression, le même ressenti quand on sort de Paris pour aller soit en banlieue, parce qu'il y a on a visité des lieux d'exposition dans la petite banlieue, la grande banlieue, etc. Ou en province, et là on change complètement d'univers. C'est pas Orsay, c'est pas le Louvre, où on met les pieds avec beaucoup de réticence, parce qu'à Paris, comme je vous l'ai répété souvent, il y a le musée d'art moderne qui est supportable, il y a la fondation Custodia qui est supportable, il y a quelques endroits comme ça qui sont rares mais qui sont aussi supportables, mais là, si on s'éloigne de Paris, alors là, c'est quasiment le paradis. Alors justement, je demandais un petit peu aux gardiens qui étaient là, et le week-end, il y a quand même un petit peu de monde, mais nous, vendredi matin, on était tous les deux. Il n'y avait personne. Non mais, vous dire la tranquillité du... Et pour regarder ce travail, il faut... D'être seul, c'est quand même un plus. Banlieue, c'est l'écrin que Paris, un beau jour a choisi pour briller sur le monde. Banlieue, c'est un train qui s'enfuit, emportant dans la nuit des amours vagabondes. C'est ma ville endormie lorsque sonne minuit, si jolie dans un coin de banlieue. Dessous de poésie, aux portes de Paris, sous un peu de ciel bleu, banlieue. Banlieue. Le samedi, monsieur le maire a l'écharpe de travers, c'est le jour des mariages. Banlieue. Tiens, Pierrette et Jeannot s'en vont faire du canot, il fait beau, quel voyage. Des bouquets de chansons s'accrochent sans façon au balcon des maisons de banlieue. Quand revient le beau temps, dans tes rues les passants comme toi sont heureux, banlieue. Banlieue. Le dimanche matin, on va chercher au train la cousine Adrienne. Banlieue.
Elle aura, c'est certain, une tarte à la main et sûrement la migraine. Elle dira que c'est loin, mais le dimanche prochain, elle revient car elle t'aime, banlieue. Tu les charmes si bien, ces gentils parisiens, quand tu fais les 12 yeux, banlieue. Banlieue, c'est la plage l'été et leur premier baiser, ces deux corps qui frissonnent. Banlieue, c'est la chanson des nids et l'amour qui fleurit, c'est la vie qui bourdonne. Mais c'est tout un roman de petits riens charmants. C'est le printemps. C'est le printemps en automne, banlieue. Je te garde dans mon cœur une infinie douceur, mon pays merveilleux, banlieue. Voilà, c'était la chanson Banlieue, interprétée par Roger Varnet. C'est des chansons que j'avais trouvées sur 2 albums, justement, qui chantent la banlieue dans toutes ces années, début du XXe, quoi. C'est assez sympa de se replonger dans cet univers de guinguettes, de bordelot, d'accordéon. Enfin... Oui, c'est vrai qu'on privilégie beaucoup ces périodes anciennes, où on a l'impression, en tout cas c'est l'impression qui doit être partagée par nous-mêmes, l'impression que la vie était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Ouais. Et dans une différence dans le bien-être, en tout cas. Et là, effectivement, les œuvres nous ont vraiment beaucoup plu, et on va parler peut-être de ces petits formats. Il y a tout un panneau d'exposition sur des petits formats, c'est des 14-18. Alors là, si tout à l'heure je disais qu'il était très attentif à la qualité de ses toiles, pour les petits formats, il était beaucoup plus souple. C'était des panneaux de bois. On dirait des pochades. Voilà. Et en fait, c'est pas des pochades, parce qu'apparemment, c'est des motifs qui n'ont pas été retrouvés sur des grands formats. Donc, c'était des toiles qui se suffisaient, qui s'auto-suffisaient, qui représentaient la rue d'un endroit, une boutique, enfin. Et donc, il en donnait apparemment certaines, il en vendait d'autres. Enfin, quand les gens reconnaissaient un peu leur rue, par exemple. Oui, c'est surtout des paysages, des vues de villages, de rues, etc. C'est pas vraiment des paysages de nature, de bois, de forêt, etc. Voilà, c'est ça que je viens de... en regardant le catalogue, je n'avais pas cette impression quand on les a vus dans le musée, mais c'est vraiment une série d'œuvres, miniatures, je répète, hein, mais de paysages villageois. Voilà. Des maisons, encore des maisons, Ouais, ce que je serais absolument incapable de faire. Ce qu'était la banlieue à cette époque, oui, oui. Effectivement, des rues plutôt tranquilles, avec ces ouvertures après vers la forêt toute proche, quoi. Oui, ce sont des villages en fait. C'est une banlieue vraiment campagnarde, quoi. On peut pas dire que c'est pas la banlieue qui a été peinte un peu plus tard, où on voit des cheminées d'usines, où on voit des travailleurs, etc. Non, là, c'est très très campagnard comme banlieue, je veux dire. Mais c'est vraiment une peinture sage, avec des jolies couleurs. Quand on regarde de visu, si on peut dire, ce travail, on voit des empattements, on voit la touche du pinceau ou de la brosse, quoi. C'est pas du tout, c'est pas précieux comme une miniature, c'est un peu enlevé quand même. Ouais. Et donc il y a ces tout petits formats qui sont un régal pour l'œil. Alors je pense qu'il y en a plus dans le catalogue qu'il y en avait à l'exposition, et il y a à contrario des très grands formats, ceux qu'il a présentés au concours, qui n'ont pas tous été médaillés, mais dont certains ont été médaillés. Et il y en a un qui s'appelle les Briades Meudon. C'est celui qui était au fond, tout au fond, où justement tu m'as montré une partie qui était un peu comme des massifs, des broussailles, et tu m'as dit ça me fait penser à Monet à la fin de sa vie, quoi. Oui, parce que moi j'étais tombé en arrêt, et fasciné d'ailleurs, complètement. C'est au musée de l'Orangerie, où il y a toutes ces choses sur
les mares avec toutes les les nénuphars. nénuphars et tout ça. Et il y avait il y avait dans une salle une série de toiles d'assez grand format, quasiment abstraites, quoi. Mais avec des couleurs, avec un mouvement inouï. Et je suis tombé ras-de-mort amoureux devant ce travail, voilà. J'ai trouvé que comment ça s'appelle ces choses de Monet là. Les nymphéas. Je trouvais que les nymphéas, ça faisait fadasse à côté. Ouais, là, c'est vrai que c'est les derniers Monet, 1906 à peu près, où c'est son jardin, mais son jardin, on reconnaît le pont, et il y a toute cette liberté d'expression, de couleur qui est absolument incroyable. Et là, donc, dans les Brillat de Meudon, il y a une partie, effectivement, c'est ces mêmes jets de pinceaux, enfin, de couleurs. Et cet foisonnement de couleurs assez coloré, assez vive. Oui, c'est une petite partie d'un immense tableau, mais moi ça m'a tout de suite, je suis tombé en arrêt de vent en pensant justement à Monet. Voilà. Ouais. Et donc on retrouve aussi quand même son influence de Corot, c'est dans ses arbres. Effectivement, on reconnaît les arbres de Corot sont identifiables très facilement parce que il y a une légèreté dans le feuillage, il y a vraiment quelque chose. Où les troncs sont très fins, etc. Il y a beaucoup de bouleaux, de choses comme ça, enfin d'arbres de ce style. Oui, il y a incontestablement une très très forte influence de Corot sur cet artiste. Voilà. Mais il vaut mieux être influencé par Corot que par Picasso. Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a une influence de Corot, mais lui ne fait pas du Corot. Non. Et de même qu'il y a à la fin, il y a un témoignage de quelqu'un qui habite actuellement sa maison et qui fait de la peinture. Et lui, il peint des paysages en Corse. Et je sais plus, je crois qu'il a côtoyé, où il y a eu de Constant Pape, et qui disait qu'en fait, c'est pareil, il y a une influence, mais il n'y a pas... chacun garde son identité picturale. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Oui, sauf que l'identité picturale de Constant Pape, elle est quand même... Elle s'impose pas, voilà. Il n'a pas un style dont on se souvient... visuellement en tout cas, voilà, il est un petit peu un style un peu effacé, un peu pas affirmé, quoi, en quelque sorte. Et ça, ça veut pas dire que sa peinture est pas intéressante, pas du tout, mais elle ne s'impose pas. Voilà, c'est ce qui explique qu'il a disparu des écrans radars de l'histoire de l'art pendant presque un siècle. Oui, voilà, il y a eu très peu d'expositions. Il y a un musée, je crois, ici les Moulineaux. Enfin, non, pas ici les Moulineaux, peut-être à Clamart, là où il y avait sa maison. Mais en tout cas, c'est une très belle peinture, une peinture qui fait du bien. Alors c'est vrai, c'est pas une peinture engagée. On voit pas d'ouvriers au travail. On voit des fois des éléments de carrière, des roues de carrière, mais il n'y a pas un message derrière sur les conditions de travail. Non. Pas du tout, quoi. C'est non, les impressionnistes non plus n'avaient pas d'engagement forcément pour défendre une idée de la vie ouvrière ou des choses comme ça, quoi, voilà. Et lui encore moins. Parce que bon, même si quelqu'un comme Pissarro était très engagé politiquement, était un anarchiste pur et dur, dans son œuvre, on ne peut pas s'en apercevoir, parce qu'il a fait que des paysages, et encore des paysages. À côté, il y a quelqu'un comme Van Gogh est un artiste hyper engagé, parce que quand il a peint ces choses, quand il était interné, etc., on peut dire que c'est une forme d'engagement. Voilà. Oui, même quand il peint les mangeurs de pommes de terre, voilà, quand il est prêtre, là, bien effectivement, sûr. il y a... Oui, il s'est engagé aussi dans sa vie d'homme, il s'est engagé, mais à fond, comme dans sa peinture. Oui, effectivement, quand il était dans les borinages en Belgique, etc., c'est vraiment une vie... il a vécu la pauvreté, la misère la plus crasse, quoi, avec les ouvriers du borinage. Mais effectivement, Constant Pape, au vu de ce que j'ai lu dans ce livre, il a une vie qui reste assez simple. Bon, il reçoit ses amis peintres dans son atelier, il doit faire des soirées, je pense que comme tous cette classe sociale un peu de l'époque, tous ces peintres qui se voyaient. Apparemment, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas... voilà, c'est ce que reflète aussi sa peinture. Mais vraiment, il faut y aller parce que ça fait du bien. En fait, moi, on voit des
les arbres. Alors on voit aussi des arbres couchés, ce qui était un peu caractéristique de l'école de Barbizon. Et là, dans l'entretien avec je ne sais plus avec qui, en fait, ils demandent s'il y a une école aussi de Meudon. Et non, en fait, il n'y a pas vraiment une école de Meudon sur ce qu'auraient fait les peintres qui étaient dans le coin à cette époque-là, quoi. Oui, oui, non. Mais est-ce que c'est vraiment important de voir des peintures de peintres célèbres? Je veux dire, découvrir quelqu'un comme Constant Pape, c'est presque ouvrir une espèce de fenêtre sur une vision de la province, de la banlieue, qu'on peut apercevoir de temps en temps chez des gens comme Utrillo ou comme ça, mais c'est une vision dans le moment où on vit aujourd'hui, avec ces menaces de guerre partout, etc., les bagnoles, voilà, la banlieue qui est de plus en plus mortifère, ça fait vraiment un bien extraordinaire. Ouais, c'est vrai de se plonger, d'essayer de prendre un bain de ces peintures de banlieue qui sont tellement douces, qui sont tellement apaisantes pour l'esprit. Ouais. Et alors, je voudrais peut-être terminer sur, justement, dans l'entretien qu'il y a à la fin du bouquin avec Monsieur Belnec, qui est peintre, justement, celui qui fait des paysages corses, et d'où on lui demande comment Pape composait-il sa palette. Donc ça, c'est pour les praticiens qui aiment bien toujours avoir des petits conseils ou savoir. Pour eux, ça parle énormément. Très simplement, terre d'ombre et ocre jaune, blanc avec pointe d'ocre, bleu outre-mer, terre de sienne, vert émeraude, vermillon, lac carminé, pas de noir. Ce qui se rapprochait de la palette de Corot, je serais curieux d'apprendre comment Pape obtenait ces ciels, tous remarquables par leur modelé. Voilà le secret de Pape, chaque peintre a son secret. Celui de Corot consistait, quand il avait terminé son tableau, de brouiller tout ce qui restait de couleur sur sa palette et obtenait ainsi un gris verdâtre. Il le distribuait sur sa toile. Pape, lui, obtenait la belle plasticité de ses ciels par un mélange de vert émeraude et de vermillon, ce qui lui donnait des gris splendides, tels que vous pouvez les admirer dans les deux paysages que vous avez sous les yeux. Absolument, ça c'est... Voilà, il y a cette technique, un ciel, c'est Rosa Bonheur qui disait ça, qu'il fallait toujours commencer par le ciel, et elle donne effectivement aussi des indications sur ce qu'elle utilisait comme pigment pour peindre un ciel. Voilà. Mais elle commençait toujours par le ciel, avec des pinceaux, jamais avec des brosses. Elle n'a jamais utilisé de brosses. Il y a des erreurs d'ailleurs dans son atelier à Bille, parce que il y a des brosses qui sont exposées, et elle ne peignait pas avec des brosses, mais avec des pinceaux ronds. Voilà. Mais on rejoint avec, comme nous, on a quand même pas mal roulé notre bosse dans les musées de province, de banlieue et d'ailleurs. On recoupe toutes ces informations pour retrouver effectivement, parce que un ciel, c'est pas évident, ça passe dans notre vision d'une peinture, on voit le ciel en dernier pratiquement. On s'intéresse d'abord aux détails, si c'est des maisons, si c'est des arbres, et le ciel, on passe un petit peu à côté, alors que pour une peintre comme Rosa Bonheur, alors, je fais une petite digression, parce que elle disait, elle conseillait aux peintres de n'utiliser qu'un l'adjuvant, si on peut appeler ça un adjuvant, c'était l'huile de lin, voilà, pour travailler ses peintures. Elle n'utilisait que de l'huile de lin, que des pinceaux, et commençait toujours ses paysages par le ciel, voilà. Et je pense que des gens comme Pape ne devaient pas ignorer tout à fait ce genre de conseils ou de techniques quand on voit le résultat avec ses ciels surtout. Oui, tout à fait. Donc voilà, on a conseillé absolument. À conseiller surtout, c'est pour ceux qui sont professionnels, peintres, débutants ou pas, c'est qu'il faut toujours faire le plus simple possible, avoir un matériel simple, ne pas avoir des tonnes de pinceaux ni des kilos de peinture, voilà. Et il faut ressentir un petit peu ce qu'on fait,
et pas... Picasso me rappelait une séance de peinture à Fontainebleau où en quelques dizaines de minutes, une peinture qui démarrait bien est devenue une espèce de... Ouais, un chêne qui était très beau à midi était complètement gamilleux. voilà, cafouilleux à 2h de l'après-midi. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, tu verras près de la Seine une barque peinte en blanc. On l'appelle la sirène, c'est écrit sur son avant. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, j'y rêvais avec ma belle au beau temps de nos 20 ans. On chantait la ritournelle éternelle des amants. Le pavillon de dentelle claquait sous les coups du vent. On jurait d'être fidèles l'un à l'autre éperdument. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, tu verras près de la Seine une barque peinte en blanc. Comme les amours anciennes, elle meurt bien tristement. Si tu passes par Suresnes au premier jour de printemps, j'appris un jour que légère, elle oubliait nos serments. Ce fut d'abord la colère, les regrets, puis les tourments. Alors j'ai quitté la terre où fleurit notre roman. Depuis l'amour de naguère quitte mon cœur au premier jour de printemps, tu détacheras la chaîne de ma barque peinte en blanc. Alors près de quelques grèves sombrera mon bateau blanc, comme a sombré le beau rêve, le rêve de mes 20 ans. Voilà, c'était Si tu passes par Suresnes, André Paddock, toujours sur ces mêmes albums de chansons sur la banlieue. Les expositions, donc cette exposition au musée de la carte postale à Issy-les-Moulineaux, Constant Pape. Jean et Lyon, La prose du monde au MAM jusqu'au 18 août, La voix de la forêt Théodore Rousseau jusqu'au 7 juillet, ça fait du bien si on veut rester dans ces paysages. Et se souvenir de Théodore Rousseau, là il faut aller jusqu'à Barbizon, c'est jusqu'au 16 juin. Au musée de l'Estampe de Gravelines, les baigneurs de Daumier, la mise à nu, la société mise à nu, c'est jusqu'au 26 mai, la fin approche. David Hockney, Normandison, au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 22 septembre. Auguste Herbin, Le Maître révélé, au musée de Montmartre jusqu'au 15 septembre. 1874, inventer l'impressionnisme jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay. Là, je pense que c'est blindé de chez blindé. Donc nous n'irons pas. Par contre, il y a un très bon doc sur Arte qui raconte un peu toute cette histoire de l'impressionnisme. Ça, par contre, c'est vraiment à conseiller. Je l'ai mis en lien la semaine dernière. Il y a la porte ouverte des ateliers d'artistes de Belleville. C'est le week-end prochain, du 24 au 26 mai. J'ai mis le lien sur le blog avec le plan. Et puis après, il faut aller se rendre sur place.
à la Fondation Custodia, un œil passionné jusqu'au 7 juillet. C'est l'ancien directeur qui est mort un peu prématurément, et donc c'est un hommage un peu à tous les achats qu'il a fait. Ça, c'est sur plusieurs années, toutes les œuvres sur plusieurs années, ça a l'air vraiment magnifique. Donc la banlieue post-impressionniste, c'est Constant Pape, et Eugène Van Mieghem, c'est au musée Pissarro à Pontoise jusqu'au 7 juillet. Donc voilà de quoi occuper le temps libre pour les expositions. Bon, on peut y aller, Custodia. Voilà. Le culturel de la semaine. Alors, le culturel de la semaine, moi je suis allée 2 fois au cinéma, j'ai de la chance parce que j'ai un super cinéma à côté de chez moi, le Méliès, et qu'avec une carte de 10 entrées, chaque séance me coûte 4,50 €, ce qui aujourd'hui est complètement dingo. Donc, Petite Main, c'est un film, c'est une comédie réalisée par Nessim Chikaoui, et avec entre autres comme actrice Corinne Massiero, mais pas que. Il y a une jeune femme, Eva, qui joue le rôle d'Eva, qui s'appelle Lucie Charles-Alfred, qui est une jeune qui est vraiment exceptionnelle. Et donc ça va raconter la lutte des femmes de chambre dans les palaces, comment elles se sont mises en grève et quelles étaient leurs conditions de travail. Et c'est un film, justement, c'est une comédie, mais c'est pas du tout une comédie burlesque, grossière. C'est vraiment tout en émotion, en délicatesse. Toutes les actrices sont vraiment exceptionnelles de justesse et nous prennent vraiment aux tripes dans leur lutte, leurs conditions de travail. Vraiment, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée, quoi. J'avais peur au départ de quelque chose qui puisse dériver vers du grotesque, et en fait pas du tout, c'est vraiment hyper juste. Et ce qui ressort, c'est quand même que là on est dans un film de lutte de femmes, dans la sororité. Et d'ailleurs dans le générique de fin il y a des images de ce que c'est tiré quand même des vraies luttes qu'il y a eu avec Rachel Keke sur l'Hyatt Hotel, je crois, à Boulogne. Et en fait la conclusion, c'est que la lutte paie, et on revoit des interviews de Rachel Keke, qui n'était pas du tout députée à l'époque, qui avait fait grève, et comment ces femmes s'organisent, se soutiennent, même si au départ c'est pas du tout le cas, qu'on insiste sur leurs conditions de travail, où on voit qu'en fait des nuits dans ces palaces peuvent aller de 9 000 € à 20 000 € et qu'elles ne savent même pas ce qu'elles vont gagner sur une année, quoi. C'est quand même scandaleux, le nombre de chambres à faire, le peu de matériel qu'elles ont. Enfin, je trouve que tout est vraiment super bien mis en scène, quoi. Voilà, avec un jeu d'actrice vraiment magnifique, quoi. Et je suis allée voir Reine. Reine, c'est un film marocain de Yasmine Benkiran. Et là, c'est pareil, c'est une belle histoire de femmes. C'est vrai que c'est quand même des histoires qui m'intéressent énormément, les histoires de femmes qui cherchent une émancipation et qui mettent en commun leur énergie. Et donc, voilà, c'est un trio de femmes qui va être un road movie marocain, qui vont traverser la montagne marocaine. Elles sont en cavale. C'est une maman qui est en prison pour trafic de drogue. On sent qu'elle va pas bien, quoi. Et elle va s'évader de prison, elle va récupérer sa fille qui est dans un centre un peu d'éducation. Et elles vont aller voler un camion, et le camion, en fait, c'est une jeune mécanicienne qui est là et qui attend que son patron revienne, et en fait elle va l'obliger à partir avec le camion. Donc elles vont se retrouver toutes les trois dans le camion, et au début cette jeune mécanicienne est un peu interloquée, elle est très mutique, c'est pareil, c'est une actrice que j'ai découverte assez exceptionnelle, et donc elle va même faire en sorte que la police puisse s'y retrouver. Et en fait elle est vraiment, je sais pas, elle est très très jeune, et elle est mariée, et là on sent le poids du mariage. On voit une scène où le mari va se coucher le soir, donc on imagine complètement ce qui se passe tous les soirs dans le lit conjugal. Et en fait, quand la police est pour les arrêter, qu'elle voit que son mari est là, parce qu'au Maroc c'est un mari qui ramène sa femme, en fait elle prend le parti de partir avec cette maman et sa fille, et elles vont partir toutes les trois. Et ça, c'est vraiment, voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment un très très beau film d'émancipation féminine, avec une part de fantastique par la plus jeune, la gamine qui a 11 ans et qui est dans les histoires de jean et tout. Mais vraiment, c'est un film qui m'a vraiment porté aussi, quoi. Ouais, ça donne envie. Ouais, c'est un très beau film. Et vraiment, c'est pareil, c'est très très bien joué, 3 personnalités différentes. Et en plus, même les rôles, il y a 4 femmes, parce qu'il y a une femme policière aussi qui va les poursuivre, qu'elle a un rôle plus difficile entre sa condition de femme et sa condition de flic. Mais on sent que c'est un film qui est porté par les femmes et qui va vers leur émancipation, quoi. Donc toi, tu n'as rien vu de spécial. Et donc je rajouterais, si j'ai découvert un nouveau podcast, donc je vais mettre le lien.
En fait, c'est un podcast qui David Dufresne, on l'avait un peu suivi au départ. Il a fait des livres sur les violences policières. Il avait été suivi, mis sur écoute par la police. Et donc, il a créé sa chaîne YouTube. Donc, c'est pareil, ça s'appelle Au Poste. Donc, il fait un suivi de tout ce qui se passe un peu partout en France par rapport à la police. Et en fait, il y a une partie de sa chaîne qui est dédiée à des femmes, ça s'appelle Bonjour Colère. Et là, ce sont des interviews sur le féminisme. Et celle que je suis en train d'écouter est vraiment passionnante. C'est Christelle Tarot qui a écrit un pavé sur les féminicides, une affaire mondiale. Et une guerre mondiale, je crois, contre les femmes. Et vraiment, elle s'exprime magnifiquement. C'est un interview de 2 heures. Et donc, je vais mettre tout ça en lien. Si vous avez du temps, il faut prendre le temps d'écouter tout ça, quoi. Oui, courage, les filles, courage. Et tout de suite, sur Arakaï, Radio Soupin, on salue nos amanches. On a retrouvé nos amanches. Claude et André de La Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, que le moral y remonte. Hein. Jean-Paul Souvraz, un peintre immense qui vit à coups de Pierre-Branche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, une petite bande. Et Frédéric. Non, Claudine, je reprends. Claudine, c'est la copine de ma pote de PQQ. Ouais, qui a toujours des super bons plans. Voilà. Comme toutes les copines de PQQ. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une bande d'artistes dont un vagabond international qui s'appelle Joël. Juliette Planck, une artiste graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer qu'on adore et qui en même temps participe à une émission sur Radio Bigaille. Marie-Christine Béguet, une graveuse sévenole. Sophie Viloutrex Brageux, une graveuse aussi, Clément qui grave sur tout ce qui bouge, Agnès Dubar, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, Thierry Morciot, un graveur belge dont on adore le travail, magnifique, Alice Amoroso, une très jeune graveuse dont on aime aussi le travail, Raoul Viloula, un jeune graveur dont on aime aussi le travail, Colette et Jacqueline, 2 veuves d'artistes peintres majeurs. Voilà, d'un côté, il y a un paysagiste particulier, Raymond Imbert, et de l'autre côté, un plasticien, Odon, qui travaille avec des tresses de papier coloré et fait des choses magnifiques. Liliane et Laurence, 2 artistes qui font de la littérature de polar, voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, avec laquelle ma camarade Pikikou a partagé un casse-croûte la semaine dernière. Ouais, Geneviève qui est toujours absolument magnifique, une classe incroyable. Marie-Christine et Christophe, des militants de chez Mêlée. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, oui ma Cécile, on la sent et on t'aime. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Omni, à destination des enfants et de leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie de Florence Quenu, l'empreinte à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paula d'Ardoine, une galériste chère à nos cœurs, malgré qu'elle nous ait quittés, ainsi que sa maman, Thérèse Franco. Marie Dognaud, qui tient d'une main ferme la galerie Kaléidoscope, voilà, qui a déménagé de la rive droite à la rive gauche, très bien. Antoine Manoury des Champignons, c'est une bande de musicaux, c'est pas triste. Galerie Caron Bedou de Bourg-Marlotte et Anne Sinoraska, une peintre polonaise qu'on adore. Salut Anna. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakaï.fr et tout de suite on se finit avec Faut vivre le ministre. Salut à tous. Salut à tous. Tu vas avoir du boulot. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré
malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise. Faut vivre, malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on nourrit un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.